Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Alpes Décideurs. Bonjour et bienvenue dans Alpes Décideurs, le mensuel économique de Télé Grenoble, le rendez-vous des chefs d'entreprise, des partenaires d'affaires ou tout simplement des curieux du monde économique. Chaque mois, nous mettons en lumière les entreprises qui font le dynamisme des Alpes. À mes côtés pour nous accompagner, je suis heureux de le retrouver, Alain Denisot. Bonjour Alain. Bonjour Christophe. Je rappelle que vous présidez le directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Dans votre chronique aujourd'hui, Alors nous allons parler de l'emploi en France. Et puis la question de l'internaute, le paiement fractionné. ce sera dans la deuxième partie. À propos du marché de l'emploi, nous y reviendrons très largement dans cette émission, en particulier dans notre focus qui présente traditionnellement un fleuron économique des Alpes, puisque nous accueillerons le grand patron, les deux grands patrons même, fondateurs et PDG actuels de Work 2000, basé à Mélan. Cette société spécialisée dans le travail temporaire fête ses 30 ans et compte près d'une cinquantaine d'agences. À la rubrique Innovation, un nouveau développement pour la célèbre librairie Artaud à Grenoble. Elle vient de créer sa plateforme sur Internet pour séduire particulièrement les lecteurs francophones du monde entier. Ça s'appelle l'IRECA. Et puis, est-ce que vous connaissez le management de transition ? Il vise à accompagner temporairement les chefs d'entreprise qui veulent développer un projet ou résoudre un problème. Découverte dans un instant de Léos qui propose ses experts tout en développant cette notion d'économie équitable. Bousculé par la crise sanitaire et son lot d'incertitudes, alors que la croissance, mais aussi l'inflation repartent, se pose la question de la durabilité de la reprise. La crise des matières premières ou encore le coût de l'énergie peuvent peser lourd. Mais qu'en est-il du marché de l'emploi ? Quelques éléments de réponse avec vous, Alain. Alors le marché de l'emploi est une problématique un peu complexe en ce moment dans notre pays, qu'on peut aborder selon plusieurs angles. D'abord le taux de chômage, mais on peut aussi parler du taux d'employabilité, et puis enfin des gens qui sont un peu sortis du monde du travail et qui ne recherchent plus d'emploi. Alors si on regarde le taux de chômage, ce dont on ne se rend pas vraiment compte, c'est que le taux de chômage a beaucoup baissé durant la dernière période, puisqu'on est passé de 10,5 en 2015 à moins de 8 avant la crise. Donc on a eu une évolution très favorable de l'emploi. Au troisième trimestre 2020, donc en pleine crise en quelque sorte, le taux de chômage est remonté à 9%. Et aujourd'hui, on est autour de 8%. Donc on voit cette embellie de l'activité. Ce qu'on remarque aussi, c'est le taux d'emploi des Français. Alors, le taux d'emploi des Français, c'est assez simple. En fait, ce sont les Français qui travaillent, les personnes en âge de travailler, sur toutes les personnes qui seraient susceptibles de travailler. Et ce taux d'emploi a augmenté à la sortie de la crise en 2021, puisqu'on est passé d'un peu plus de 65 à 67%. Et c'est le taux le plus haut depuis 1975. Donc, ce qui montre ce redémarrage de l'activité qu'on voit dans les chiffres de croissance qu'on examinera après. En restant quand même relatif, c'est qu'en Allemagne, ce taux d'emploi, 67, est de 9 points plus haut, plus élevé qu'en France. Bon. On a remarqué aussi que ce taux d'emploi est plus élevé pour les jeunes. Il a progressé. Les 15-25 ans, leur taux d'emploi a progressé d'1,5%. Donc des signaux plutôt positifs. Alors autour de ces chiffres, on va dire officiels, du Bureau international du travail, mesurés par les statisticiens, il y a ce qu'on appelle le halo du chômage. C'est-à-dire que les personnes qui sont ni en chômage, ni en situation d'emploi. Donc les personnes qui ont arrêté, pour différentes raisons, de rechercher un emploi. Alors il y a les raisons, on va dire, les plus habituelles, la formation par exemple, l'indisponibilité, pour des raisons personnelles, puis aussi des personnes qui ne recherchent plus du tout. Et de fait, nous avons en France 1 900 000 personnes qui font partie de ce halo de chômage. Voilà. Donc si on additionne les deux chiffres de 1,4 million plus 1,9 million, on est presque à 5 millions, 4,5 millions. Et donc ça pose la question finalement du plein emploi en France. Où est-il exactement ? Et paradoxalement, on a ce taux de chômage qui reste élevé par rapport à d'autres pays, c'est-à-dire l'Union européenne et l'OCDE. Et en même temps, on le verra tout à l'heure, il y a de très fortes tensions sur l'emploi pour les employeurs.
Alors ces indicateurs clés ont tendance à retrouver peu à peu leur niveau d'avant-crise. Comment la France a pu renouer avec des indicateurs plus positifs? Alors tout d'abord, il faut savoir qu'en France, malgré les mesures de soutien, la décroissance, la perte de PIB était très violente, très brutale. Tout s'est arrêté en mars 2020 et la France a eu une décroissance beaucoup plus importante que les autres pays de l'euro. Un peu plus de 8% de décroissance en 2020, ce qui est très élevé, très très élevé, alors que les autres pays de l'euro ont baissé en croissance de 6%. En revanche, la reprise, un peu paradoxalement en même temps, était beaucoup plus rapide, beaucoup plus brutale. Et donc a créé une tension globalement sur l'ensemble des métiers, puis aussi sur des métiers plus spécifiques. Donc globalement, il y a cet effet de rattrapage. Pour autant, entre le début de la crise et aujourd'hui, il y a quand même eu 300 emplois CDI qui ont disparu. 300 000. 300 000 emplois CDI qui ont disparu. Donc on a bien eu un accroissement du chômage et une perte d'emplois durable. Avec un impact en particulier sur les contrats courts. Oui, alors ce qu'on constate, c'est que les contrats courts ont diminué de façon très importante, moins 30%, parce que de fait, les contrats courts étaient des emplois plus de services, parfois aussi plus précaires, et que l'arrêt de l'économie ou son ralentissement ensuite a d'abord tapé et concerné ces contrats courts. Un petit zoom sur le troisième trimestre 2021, où on a assisté peut-être à un rebond un peu plus fort qu'ailleurs. Oui, alors le rebond de l'activité est assez fort en France, plutôt plus fort, sur l'emploi, sur l'activité. Et de fait, aujourd'hui, l'activité en France se porte bien avec cette seule contrainte qui est celle pour les employeurs de trouver des collaborateurs, du personnel, entre guillemets, répondant à la fois au secteur et aux qualifications. Et là, il y a de vraies difficultés dans la plupart des secteurs. Environ, il y a un chef d'entreprise sur deux qui dit qu'il a des difficultés. Et parfois, dans certains métiers, c'est encore plus élevé que ça. Avec des offres d'emploi qui restent non pourvues. Et on a aujourd'hui 800 à 900 000 offres d'emploi à pourvoir, qui ne sont pas pourvues, alors pour différentes raisons. Mais on a ce paradoxe finalement entre un taux de chômage élevé, des offres d'emploi à pourvoir et cette tension sur le marché du travail. Avec des spécificités particulières sur certains secteurs? Oui, il y a 3 secteurs qui sont principalement impactés. Le premier secteur, celui du BTP de la construction. Plus de 70% des chefs d'entreprise disent qu'ils sont en recherche de collaborateurs et qu'ils ne les trouvent pas. Le second secteur, c'est l'hôtellerie-restauration. Alors à la fois, probablement en partie par la pénibilité, entre guillemets, de ces métiers-là, mais aussi parce que ce secteur est reparti très vite. Donc il s'est arrêté très brutalement. Donc probablement un certain nombre de salariés ont choisi d'autres métiers ou des métiers autonomes, auto-entrepreneurs. Et la reprise a été très rapide, très brutale pour tous les acteurs. Donc on a une vraie tension. Et puis le dernier secteur, qui est un secteur dont on a besoin avec, on va dire, une population naturellement vieillissante, c'est le secteur des services à la personne. Les aides de domicile, les besoins vitaux. Et là aussi, de la même façon, les difficultés de recrutement sont importantes. Et on a vu aussi apparaître des nouvelles formes de travail, notamment les créations d'entreprises. Oui, alors c'est l'aspect positif de cette dimension. C'est-à-dire qu'on a remarqué durant cette période un accroissement de 20%, plus de 20% des créations d'entreprises, notamment de beaucoup d'auto-entrepreneurs, sur des activités, on va dire, connexes à la restauration, par exemple. On voit tous les livreurs de repas, mais aussi dans d'autres activités. Des salariés touchés par la crise ont décidé d'aller faire autre chose. Et la question aujourd'hui, c'est à quel moment reviendront-ils dans un marché du travail plus régulé et que font-ils exactement aujourd'hui ? Merci Alain, merci. Je retiens notamment cette notion dont on parle assez peu souvent, du taux d'emploi, ce rapport entre la ressource en main-d'œuvre disponible finalement et le nombre d'actifs en âge de travailler. Faire ponctuellement appel à un expert pour une mission précise, pour résoudre un problème ou accompagner un projet spécifique, c'est ce qu'on appelle le management de transition. S'il est encore assez discret en France, il est particulièrement fréquent chez nos voisins en Allemagne ou en Angleterre, notamment chez les PME et les startups qui profitent ainsi de ressources expérimentées, autonomes et rapidement opérationnelles. On en parle avec Véronique Plessier-Chauveau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invitée pour évoquer cette question qu'on a peu l'habitude d'évoquer, le management de transition. Vous avez créé Euleos, une société spécialisée dans le management de transition. Déjà il y a 15 ans, vous avez eu cette idée. À l'époque, ça ne s'appelait pas Euleos. C'est quoi le management de transition ? Alors, le management de transition, ce sont des
des ex-cadres dirigeants qui ont décidé de travailler en mission et plus en salariat. Et donc, c'est aussi une évolution par rapport à cette notion d'employabilité, notamment des seniors, qui travaillent et qui ont décidé de travailler autrement. Et je veux dire, ça va même assez loin dans la manière d'être vis-à-vis de l'entreprise, puisque vous n'êtes plus en lien de subordination, mais en lien de subsidiarité, et qui correspond à une vraie envie qu'on voit de plus en plus chez les jeunes. Donc il se pose la question, est-ce qu'il faut mesurer le taux d'emploi qu'avec le CDI, qui amène à ce genre de réflexion? On sait que dans la décennie qui vient, à peu près 40% des personnes travaillant dans le secteur privé seront hors salariat, et qui va amener du coup aussi les entreprises à avoir d'autres pratiques managériales, et sur le fond, c'est important. Donc c'est ça, c'est cette envie de travailler autrement, en mission, sur une période déterminée, pour accompagner les entreprises dans leurs projets, dans leur développement, ou si elles sont en crise, pour sortir d'une crise. Pour des missions donc très temporaires, hein, c'est ce qu'on Oui. appelle ces sociétés de mission. Oui. C'est quel type de mission, par exemple? Alors, par exemple, on va faire une mission de DAF, donc on est toujours, enfin, au niveau des COMEX, on est présent dans l'organigramme puisque nous sommes des opérationnels. Alors, l'avantage, c'est qu'on est opérationnel le jour J, puisqu'il n'y a pas de CDI, donc il n'y a pas de période d'essai. Donc, vous gagnez les entreprises, le PDG, C'est plus souple, oui, gagne déjà 6 mois. Vous allez faire 7 mois. C'est donc déjà un premier point. Et par exemple, DAF, c'est une société qui savait évoluer très vite dans des tas de pays dans le monde entier et qui avait plus de comptes que de filiales et qui n'arrivait pas à consolider. Eh bien, on a mis un DAF, donc l'expert dans son domaine, qui, du coup, a démarré une mission de 3 mois, qui souvent se prolonge, 6 mois, 9 mois, pour tout remettre en place, remettre tous les process en place et pouvoir faire cette fameuse consolidation. Et l'intérêt du management de transition, on n'est plus là pour faire carrière, ça nous est égal. On n'est plus dans la politique, on est là pour faire les choses bien. Et on est surtout là avec cette notion de transmission et de transmettre. C'est-à-dire qu'on va transmettre, et souvent la personne qui va nous suivre va être, dans ce cas-là, un responsable comptable. Parce que la direction de l'entreprise n'a pas forcément besoin de gens de DAF, ça coûte trop cher et c'est pas utile. Et c'est ça l'intérêt. Et donc nous, on va transmettre, on va former, on va faire en sorte que ça se passe bien, que la suite se passe bien. Donc une mission, là particulièrement sur les finances, mais on peut intervenir dans n'importe quel domaine, le marketing, l'organisation, la sécurité. On intervient effectivement dans tous les domaines. On intervient, par exemple, on fait une mission de direction de qualité. Pour une PMI qui est en train de grossir très vite pour le monde automobile parce que justement, elle a exactement ce qu'il faut. Il fallait remettre tous les éléments. Donc, ils n'ont pas besoin d'un directeur qualité en permanence, ils ont besoin d'un directeur qualité pour tout mettre en place. On a fait une mission, ou plutôt grosso modo, on fait une mission d'export pour une société de jouets qui a besoin d'aller exporter, et vite, qui a un très beau réseau en France, mais pas à l'export. Et donc, parmi mes business partners, j'en ai 3 qui reviennent de 30 ans aux US et autres, et donc qui connaissent le marché mondial et qui apportent ce savoir-faire, ces contacts pour aller développer ce business à l'export. Alors, on pourrait multiplier les exemples. Hein. Voilà. C'est des missions, vous me disiez, qui peuvent durer 7, 8, 9 mois. On a une durée moyenne, par exemple ? On dit que la durée moyenne est de l'ordre de 5 mois. Et aussi l'intérêt de notre manière de travailler, c'est qu'on apporte la souplesse à l'entreprise, on va dire, d'ingénierie financière. C'est-à-dire vous payez en gros que ce que vous consommez. C'est-à-dire qu'au départ, on va démarrer par un temps plein, on va faire un minimum d'état des lieux et autres. Et c'est vrai que les 2 premiers mois vont être en temps plein. Et en fonction après des besoins, on va diminuer et en intelligence et en concertation avec le directeur général. Selon comment évolue la mission, finalement. Selon comment évolue la mission. Alors, et c'est cette souplesse qu'on aime, c'est une forme c'est notre agilité, on apporte cette agilité. Oui, l'objectif, c'est d'accompagner. Alors, vous aimez présenter Euleos comme un rassembleur de talents au service de la pérennité des entreprises. Oui, parce que ce qui nous intéresse, c'est la top line des entreprises. C'est ça une pérennité dans l'entreprise. C'est comment je dure dans le temps. Bien sûr, il faut gagner de l'argent. Mais ce qui est intéressant, c'est le chiffre d'affaires. C'est qui sont mes clients. La première chose qu'on commande, c'est qui sont vos 10 meilleurs clients. C'est la première chose. Et c'est comment on va développer en sorte ou de restaurer un chiffre d'affaires. Mais s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas d'entreprise. S'il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a personne qui peut travailler, on peut payer personne, et puis on ne fait pas de bénéfices, et les actionnaires ne sont pas contents. Donc la première chose qui est importante, c'est ceux qui y travaillent, qui se sentent bien, auquel cas ils vont satisfaire des clients et après les choses vont rentrer. Donc nous on s'intéresse effectivement à la top line des entreprises. L'objectif c'est bien sûr de rendre le chef d'entreprise autonome à l'issue de votre mission finalement. Tout à fait. Alors avant de revenir sur les entreprises, intéressons-nous à ces fameux experts. Qui sont-ils? Vous me parlez de seniors, d'où viennent-ils? Alors, on est tous seniors, il faut au moins avoir 50 d'années, c'est-à-dire qu'il faut avoir été 4 dirigeants dans un COMEX.
c'est-à-dire avoir cette expérience pour en fait, on prépare notre retour d'expérience. Des gens, et surtout la compétence, en fait, au bout d'un moment, on en a tous une très bonne, au bout de 30, 40 ans, on a une très bonne expérience. Ce qui est important, c'est le caractère que l'on a par rapport à ça, et cette envie d'être entrepreneur. C'est encore autre chose que d'être en lien de subordination. Et l'entrepreneur, c'est celui qui va développer son activité, qui va développer le chiffre d'affaires, et c'est d'avoir cet esprit entrepreneurial. Et ce qui est important, si vous l'avez aussi dans l'entreprise, et du coup, vous pouvez faire des choses, être audacieux, oser faire un certain nombre de choses. Alors, c'est ça notre force. On reviendra sur le oser faire, effectivement. Qui sont les clients, j'imagine, essentiellement des PME, PMI, qui n'ont pas de structure suffisante pour réfléchir par elles-mêmes? Mais nous, on est là pour les accompagner et leur dire n'embauchez pas quelqu'un pendant une trop longue durée, nous, on va vous aider, à vous accompagner pour le faire. Donc, nos cibles sont très claires. Ce sont les régions. C'est tellement important pour nous, d'ailleurs, que sur notre site, on a un onglet région. Et donc, le Dauphiné, on y reviendra, mais on a Dauphiné, on vient de lancer aussi l'Occitanie. Et nos cibles, c'est clairement les PME, les PMI, la logistique, et la grande distribution. Tout ce qui est autour de la grande distribution, qui est effectivement où il y a beaucoup aujourd'hui aussi de transformation d'entreprise et d'évolution et qui ont besoin d'experts qui sont immédiatement opérationnels et disponibles pour faire avancer plus vite leurs projets. Bon, vous parlez d'implantation régionale. Est-ce qu'on peut citer deux, trois noms de clients pour lesquels vous avez eu à travailler pas très loin d'ici? Alors, pas très loin d'ici, dans le Dauphiné, étant moi-même dauphinoise. Ma famille est dauphinoise depuis de nombreuses générations. Alors, oui, on a travaillé pour Rossignol. Et ça a été effectivement quelque chose de très intéressant. En plus, qu'on a mis deux personnes. On aime aussi travailler en binôme. Parce que souvent, les experts peuvent intervenir à plusieurs. Oui, parce que l'intérêt, c'est souvent, on veut quelqu'un qui est à la fois l'expert dans le domaine, en l'occurrence, et expert aussi dans le métier. Et c'est le mouton à 5 pattes. Moi, le mouton à 5 pattes, je ne sais pas faire, mais je sais faire un mouton à 10 pattes. Vous prenez 2 moutons. Je mets 2 moutons. Voilà. Et je mets deux managers qui font pas plus, qui font un ETP, un temps plein, mais qui vont travailler ensemble. Et voilà, et ce qui fait que ça permet aussi d'accélérer et d'aller plus vite. On a travaillé aussi pour Hydrocars il y a quelques années. Voilà, et l'enjeu, c'est de continuer de se développer d'abord dans le Dauphiné. Hydrocars, le spécialiste des travaux d'accès difficile à Sassenage qu'on avait présenté dans cette émission il y a quelques mois. J'ai bien compris les avantages, du coup la souplesse, la rapidité de ces experts qui sont finalement vite opérationnels. Vous avez aussi développé cette notion, et j'aimerais qu'on s'y arrête un instant, d'économie équitable, d'économie de partage, qui vous a poussé en interne d'ailleurs à ouvrir très rapidement le capital de la société Euleos que vous avez créée. Oui. Alors, je vous ai le dire, en plus que j'ai un banquier en face de moi. Quand j'ai lancé Euleos, j'ai entendu sur les ondes que plus de 80% des transactions boursières étaient réalisées par des robots. Et je me dis, ce monde-là, je n'en veux pas. Je veux plus de ce capitalisme ultra-financier qui n'a plus d'humain en tant que tel. Et je me suis dit, quelle est l'alternative? Moi, je crois au « et ». Jamais « ou ». C'est pas contre, c'est faire avec. Et le E, donc j'ai relu pas mal de choses, Rifkin, etc. En France et Jean Tirole, c'est l'économie du bien commun. Et l'économie du bien commun, du partage, il dit quoi? Il dit simplement comment répartir. Il s'agit de répartir de manière équitable, pas égalitaire, qui est un autre sujet. Équitable, c'est qu'est-ce qui est juste? Les assets de vos entreprises entre tous. Tous, c'est ceux qui travaillent, c'est les clients et c'est toutes les parties prenantes. C'est l'ensemble de tout ça. Alors dans une boîte comme la nôtre, donc, il n'y a pas d'asset, le seul asset, c'est le chiffre d'affaires. Donc, j'ai décidé, moi, je donne les grandes lignes, après, on décide tous ensemble. C'est comme si on était dans un COMEX et on décide tous ensemble. Et donc, j'ai décidé qu'on allait partager le chiffre d'affaires. Je parlais de top line, ça m'a semblé évident. Je ne vais pas faire comme tout le monde, partager à l'année N+1, décorréler du business, ce qui restera pour faire un peu de dividende. Ça n'a pas de sens. Et donc, on a décidé de partager le chiffre d'affaires en prenant en compte toutes les parties prenantes, selon un business model dit à impact, que nous revalidons chaque année au kick-off. Et qui d'ailleurs, quand on rentre chez Euleos, on signe des règles de gouvernance. Ceci est écrit, ce sont des engagements qui sont très forts, y compris pour la société, pour les gens qui travaillent et pour nos clients. Donc vos business partners finalement sont vos associés, sur la règle de un associé, une voix. Voilà, donc dans l'étape qui a suivi après ça, toujours dans cet esprit d'équité, je me suis dit, puisqu'on était tous dans cette co-construction d'une société d'un nouveau genre, il m'a semblé normal, un peu à l'instar des journées du patrimoine où les propriétaires privés ouvrent leur maison,
partage. Je me suis dit, qu'est-ce que je partage dans la mesure où on co-construit? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on partage? C'est le capital social. Donc, j'ai décidé de céder mes actions au fur et à mesure. C'est 5%, voilà. Pratiquement à la valeur nominale. Le but n'est pas... Et ça, c'est que tout le monde y participe, puisqu'on est tous dedans. Et on a écrit, c'est statutaire. Et ça, j'y tiens, parce que dans les statuts, c'est écrit. Il est écrit un actionnaire, une voix. Parce que sinon, on écrase toujours quand on a créé quelque chose. Donc, il faut que tout le monde puisse avoir la voix. Et s'il y a pas, voilà, et que donc c'est comme ça qu'on avance. Et on a aussi défini le rôle du comité des actionnaires, c'est-à-dire jusqu'où il va, y compris jusqu'à définir la stratégie commerciale. Il va jusque-là. On a décidé qu'il irait jusque-là. On l'a décidé ensemble. C'est écrit dans les statuts et on se voit tous les 2 mois. Et puis, comme on est une équipe, on s'apprécie. Ça se termine toujours par un bon déjeuner. Côté important. Bon, puis voilà. Je veux dire que la co-construction, c'est une des valeurs de Léos. Oui. Et oui, on a défini nos valeurs. Alors, elles sont faciles à retenir. C'est nos fondements, c'est notre ADN, c'est ce qui fait notre gouvernance. En fait, c'est les premières lettres du mot code. Nos valeurs, c'est notre code. Le code veut dire co-construire ensemble une même société et chacun y faire sa part. C'est la subsidiarité. Le D, c'est donner du sens. Ben oui, dans les deux. Donner du sens, une orientation, et aussi que c'est du sens. Et le 3e, c'est être audacieux. On y revient. Voilà. Donc être audacieux, on peut y faire ce qu'on veut, à partir du moment où ça donne du sens et que ça participe à la co-construction de Léos. Bon, puis des associés avec lesquels vous êtes assez exigeante, puisque vous exigez qu'ils fassent partie d'au moins 3 réseaux d'influence, on va dire, notamment des think tanks, et qu'ils aient des actions de bénévolat. Oui. Alors c'est parti, comme on a défini notre raison d'être, et à travers cette raison d'être, le comment, et dans notre engagement, nous, citoyens, c'est-à-dire que chacun d'entre nous est en engagement de bénévolat auprès des entreprises ou des jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et en fait, chacun d'entre nous s'est aperçu, quand on a fait un tour de table, que chacun d'entre nous le faisait. Et comme on est dans cette notion haute d'entrepreneur au pluriel, on a décidé qu'on ne choisirait pas qu'une seule cause, mais que chacun garderait la sienne, puisque c'est ce qu'il est, lui. Voilà, c'est aussi notre spécificité. Donc, moi, par exemple, je fais du mentorat auprès d'une belle association qui s'appelle Empower, qui mentore des femmes, des jeunes femmes qui lancent une start-up, par exemple. Vous êtes très impliqué dans la promotion de l'entrepreneuriat au féminin. Oui, voilà. Notamment au sein du réseau Jeunes Femmes Chefs d'entreprise. Voilà, donc j'ai lancé la délégation Femmes Chefs d'entreprise des Yvelines il y a 2 ans, en plein Covid. Et c'est effectivement un très beau réseau de femmes chefs d'entreprise. C'est un réseau d'influence, c'est un réseau, effectivement, là je reviens de ce qu'on appelle le comité des territoires, c'est toutes les présidentes qui se retrouvent à Colmar. Et ce qui est important, c'est de dire, c'est à nous, femmes chefs d'entreprise, de montrer notre engagement sur les territoires. C'est à nous d'aller prendre des mandats, c'est à nous d'avoir un rôle dans le monde économique, c'est à nous de nous rendre visibles. Oui, au moment où on parle beaucoup d'égalité homme-femme, vous vous dites aux femmes, n'attendez pas qu'on vous donne des missions, prenez-les. Bah oui, je dirais, moi je suis pour l'équité, vous avez entendu. C'est ce qui donne du sens, il faut être juste. Voilà. Je suis sensible à ça, oui. Un mot sur le territoire, vous disiez effectivement que Léos s'étend et maintenant s'implante de plus en plus en région, notamment ici en Dauphiné. Alors oui, pour nous, vous avez entendu nos cibles, les PME, les PMI, et puis notre choix de travailler au plus près des gens. Effectivement, on a souvent entendu nos clients, ce qu'ils apprécient chez nous, c'est qu'on soit proche d'eux. C'est vrai que d'aller faire une mission quand vous habitez dans le Dauphiné et d'aller par exemple à Bordeaux a absolument, strictement aucun sens. Donc on s'applique aussi nos valeurs. Et donc pour nous, on est sensible à cette notion-là. La région achète à la région. Mais c'est aussi cette notion de proximité qui est importante et je trouve que c'est ce qui donne du sens. Et, alors on pourrait rajouter qu'aujourd'hui, évidemment, derrière il y a un enjeu environnemental. Qu'est-ce qu'on va aller passer des kilomètres ou dépenser de l'argent bêtement, enfin, etc., etc. Mais ça donne du sens à l'entreprise où on va travailler. Parce qu'on se comprend mieux. On va rentrer plus vite dans les valeurs, on va plus vite comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Et puis, on est dans le tissu régional et c'est ça qui est important. Et vous le disiez, l'implantation dauphinoise est essentielle pour vous. Totalement. Merci beaucoup, Véronique Plessier-Chauveau, d'avoir été avec nous pour nous parler de Léos et pour évoquer cette notion du management de transition, cette économie du partage.
Le développement sur le web de la célèbre librairie grenobloise Artaud, un an après la reprise de l'entreprise, elle a lancé un site marchand, l'Ireka. Le positionnement est précis, proposer des livres en français avec livraison presque gratuite dans le monde entier, 1 centime d'euro. Une diversification prometteuse pour l'adresse de la Grande Rue à Grenoble, qui pourra lui profiter aussi de son expertise et de ses 80 000 références. Reportage. Je vais chercher un exemplaire d'un titre qui s'appelle « Les sorcières de Pendle » pour une commande destinée à Israël. C'est l'histoire d'un voyage quasi gratuit. Depuis la rentrée, la librairie Artaud a une nouvelle corde à son arc, l'Ireka. Lancé par des anciens d'Amazon, le site web propose près d'1 million de livres français sans frais de livraison aux 4 coins de la planète. Grâce à son rachat en 2020 de la librairie Artaud, l'Ireka peut désormais utiliser les 80 000 ouvrages de la librairie grenobloise pour proposer un catalogue personnalisé aux plus d'1,5 million d'expatriés français dans le monde. Quand on est à l'étranger, il est très difficile et cher de se procurer des livres en français. Marc et moi avons vécu à l'étranger, donc Marc à Londres et à Montréal, moi à Londres et à New York. Et effectivement, c'est un vrai casse-tête pour se procurer les livres en français. D'où l'idée de créer l'Ireka, qui est la première librairie en ligne à expédier l'intégralité du catalogue de livres en français, donc plus d'1 million de titres, avec livraison gratuite dans le monde et 1 centime en France. Israël, États-Unis, Australie, commande après commande, une équipe de 8 salariés cherche les ouvrages dans la librairie et les expédie. Il y a une bonne 50aine de livres à aller chercher. Donc la personne qui s'occupe du picking voit pour chaque livre sa couverture, son titre, son auteur, son numéro ISBN qui est son identifiant unique et le nombre d'exemplaires à aller chercher. Ce que je fais dans un premier temps, c'est que je scanne le livre et je fais apparaître sa commande à l'écran. C'est un client qui a commandé 2 livres en France, donc je vais les préparer. À terme, la librairie Artaud et l'Ireka ont vocation à se renforcer mutuellement. En pleine expansion, l'équipe pense déjà à acheter un nouveau local pour expédier encore plus de livres. La librairie Artaud à Grenoble qui réalise un chiffre d'affaires qui approche les 5 millions d'euros. Et avec cette nouvelle plateforme, elle espère convaincre en particulier les expatriés français et les lecteurs francophones. Pour l'instant, 8 salariés se consacrent à cette activité qui a pour vocation d'être parfaitement complémentaire de cette librairie physique. À suivre donc. Vous le savez, Alpe Décideur vous donne la possibilité de poser vos questions à notre expert. Écrivez-nous alpedécideur@telegrenoble.net. Et aujourd'hui, Gaspard veut savoir ce qu'est le paiement fractionné. Alors, le paiement fractionné porte bien son nom. C'est le paiement en plusieurs fois, alors le plus souvent par carte bancaire. C'est beaucoup développé avec les ventes en ligne durant la crise. En France, il est limité à 4 fois, un paiement initial et 3 fois, pour une raison réglementaire assez simple. C'est que jusqu'à 4 fois, jusqu'à 3 mois finalement de durée, ce n'est pas considéré comme du crédit consommation. C'est du paiement différé. Donc c'est beaucoup plus simple. C'est un service qui est offert par les sites en ligne, souvent payé par les commerçants et qui se développe de plus en plus, comme la livraison gratuite. Donc c'est un facilitateur de consommation et d'achat sur le site en ligne et qui est probablement promis un bel avenir. Très bien, voilà pour la réponse. Merci Alain. Si vous aussi vous voulez interroger notre expert, écrivez-nous alpedécideur@telegrenoble.net. En 30 ans, Work 2000 a réussi à se faire une belle place sur le marché pourtant très concurrentiel du travail temporaire. Créée en 1991, l'entreprise continue de tisser son réseau et d'étendre ses agences. Il y en a désormais près d'une 50aine qui offrent en moyenne près de 5000 postes d'intérim chaque jour. Face aux géants du secteur, comment marquer son empreinte? On en parle avec 2 invités. David Pic, le PDG de Work 2000 et le fondateur Jean-Claude Pic. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et bon anniversaire. Merci. 30 ans, ça se fête. Ça se voit pas, mais on a 30 ans. Mais vous faites très jeune encore. Work 2000 créé en 1991, c'est vous Jean-Claude qui avez eu cette idée. Comment ça s'est passé à l'époque? Tout simplement, je sortais du monde industriel dans les années 91. L'entreprise dans laquelle j'avais travaillé pendant 18 ans arrêter son activité sur Grenoble. J'étais donc en recherche de travail en tant qu'ingénieur de formation. Tout ce que je trouvais était
aux extérieurs de la région. Et ma femme ne s'entend pas, disant quitter la région avec mes enfants en bas âge. On m'a tendu la perche, un collègue m'a tendu la perche de m'associer dans une société d'intérim, donc Work 2000 avec lui à l'époque. J'ai démarré ça comme ça, alors que je n'avais aucune formation de commercial. C'était pas votre métier? C'était pas mon métier. Je me suis dit, j'avais plutôt des craintes qu'autre chose, mais j'étais quand même connu dans le monde industriel grenoblois du fait de mon activité précédente. Et petit à petit, et je dirais même rapidement, les choses se sont très très bien passées, les portes se sont ouvertes par les connaissances que j'avais, et ce développement s'est fait tout naturellement. C'était les bonnes années, 81, 82, 93, 91, 92, 93. Et donc, en quelques temps, une deuxième agence sur Crolles, une troisième sur la Verpillière, une quatrième ensuite dans la vallée de l'Arve, et etc., etc. Et on en est aujourd'hui à une cinquantaine, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Une société de travail temporaire basée à Mélan, 150 salariés permanents. Je le disais, un nombre très important de jours intérimaires. Expliquez-moi. Près de 4000, près de 5000. Voilà, en fait, c'est un peu, ça se concrétise avec, comme on l'a dit, une cinquantaine d'agences. En moyenne, on va dire entre 70 et 100 personnes par jour, par agence. Donc, quand on le transforme en équivalent temps plein, ça représente à peu près ce nombre de personnes qui travaillent pour nous tous les jours dans différentes activités dans toute la France. Donc 150 salariés permanents dans toutes ces agences, 92 millions d'euros de chiffre d'affaires et des secteurs d'activité particuliers. Alors, on a 3 gros secteurs d'activité à l'heure actuelle. On va dire que si on fait un pourcentage de notre chiffre d'affaires, en gros, ça représente 55% qui est dans le domaine de la grande distribution, qui est une activité vraiment particulière et qui nous a permis de se lancer, on va dire, sur le point de vue national. Et le restant est à peu près en équilibre entre le bâtiment et ce qu'on va dire généraliste, l'industrie, le service et le tertiaire. Work 2000, 30 ans d'histoire. Je vous propose de revenir sur ces 3 décennies et sur la création de l'entreprise par Jean-Claude Pic. Reportage de Charlotte Faulkner. Cela fait 30 ans que l'entreprise Work 2000 a vu le jour en Isère. Ingénieur de formation, Jean-Claude Pic s'associe à l'époque pour créer l'agence après que son entreprise dans laquelle il travaillait ferma ses portes. C'est lors de ses recherches, en constatant le manque de postes à pourvoir dans la région, qu'il s'associe avec un ancien collègue pour créer Work 2000. Le développement a été relativement rapide puisque les gens que je rencontrais qui me connaissaient de l'époque où j'étais dans une autre entreprise m'ont fait confiance et donc j'ai développé la partie industrielle très rapidement en ouvrant de multiples agences sur Crolles, sur la Verpillière, enfin sur la région. Je ne souhaitais pas quitter les 200 km pour pouvoir être disponible dans la journée et visiter mes agences. Aujourd'hui, l'entreprise est devenue nationale avec une cinquantaine d'agences à travers la France. Dès les années 2000, Jean-Claude Pic intègre ses enfants à l'entreprise. Aujourd'hui, sa fille Élodie est DRH et David est président. Une gestion familiale et une relation de proximité avec les entreprises locales qui ont permis à l'entreprise de se développer. La particularité, elle reste dans le domaine familial, dans le sens où aujourd'hui, on ne cherche pas forcément à travailler avec des grands groupes. Il y a beaucoup de PME aujourd'hui qui ont des gros besoins, qui sont en plein développement. Et on a réussi, grâce à ça, à fidéliser aussi bien nos intérimaires, avec qui on a des discussions assez régulières, qu'on rencontre régulièrement. On essaye de garder une partie physique plutôt que virtuelle, ce qui se fait beaucoup aujourd'hui. Et on a des clients fidèles depuis plus de 30 ans aujourd'hui. Autre aspect qui a permis à Work 2000 d'accroître sa notoriété, le mécénat sportif. Depuis de nombreuses années, l'entreprise est très active pour accompagner les sportifs et les clubs locaux. Il nous a paru intéressant de participer au sport et d'intéresser des jeunes, si vous voulez, et d'aider des associations pour développer des jeunes dans les quartiers, pour les amener à des niveaux auxquels on souhaite voir évoluer dans notre région. Alors on a eu le foot,
On a eu le rugby avec lequel on est toujours. On a fait beaucoup le cyclisme. On a maintenant le basket depuis de nombreuses années également. Le basket, j'insiste fortement sur le basket féminin. Work 2000 emploie 3500 à 4000 intérimaires par jour, mais bien plus de postes pourraient être pourvus. L'agence d'intérim est en recherche permanente de personnes pour des métiers manuels. En moyenne, 40 offres par mois et par agence ne sont pas pourvues, faute de main-d'œuvre disponible. Alors le mécénat sportif, on n'y revient pas, mais ça permet évidemment de développer ces valeurs que porte l'entreprise, le travail en équipe, la cohésion notamment. Moi j'aimerais qu'on revienne sur ce réseau d'une 50aine d'agences. C'était d'abord très très régional et puis finalement maintenant on voit des agences à Rennes, à Bordeaux, à Dijon. Vous me dites Jean-Claude, ça a beaucoup suivi le développement de la grande distribution. Tout à fait. Dans les années 89, l'industrie était en difficulté, l'industrie automobile notamment. Et on a eu une opportunité d'embaucher des gens qui avaient une compétence marquée dans la grande distribution de la boucherie et qui étaient spécialisés dans la boucherie, ce qui nous a permis de faire des délégations rapidement dans ce type d'activité. Et on a été, ces entreprises elles-mêmes nous ont sollicité pour nous déplacer vers elles. C'est-à-dire que, par exemple, des géants casinos, des Carrefour, nous ont dit « rapprochez-vous de nos centres de travail de façon à ce que l'on puisse travailler ensemble ». Donc, on a créé des agences pour pouvoir satisfaire ses clients. Et comme l'a dit tout à l'heure David, c'est effectivement 55% aujourd'hui, mais c'était pratiquement à cette époque-là entre 65 et 70% de notre activité, de notre chiffre d'affaires, ce qui nous a un petit peu sauvés parce que on était quand même dans ces années où l'industrie représentait 70% en difficulté. Voilà. Donc c'est la grande distribution qui a maintenu et qui a porté l'activité à se développer à l'extérieur de la région grenobloise. Et aujourd'hui, David, il y a un rééquilibrage. La grande distribution, vous le disiez, laisse la place à d'autres secteurs d'activité qui font appel à vos services. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'il y a cette opportunité de la grande distribution qui nous a permis déjà de se développer dans toute la France, mais aussi nous a donné une image qui n'était pas connue au niveau national. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a de plus en plus, de mal déjà à trouver des professionnels, que ce soit des bouchers, des poissonniers, enfin tout le secteur de la grande distribution. Et on s'aperçoit, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est que malheureusement, on cherche aussi des menuisiers, des chaudronniers, des tuyauteurs, des maçons, enfin des professionnels. Donc on est obligé de se diversifier maintenant, enfin obligé. C'est bien, c'est très bien, mais on se doit de se diversifier dans toutes ces agences en France, en essayant de trouver de la main-d'œuvre dans tous les domaines. Parce que finalement, votre métier se trouve face à un double défi. Il faut à la fois conserver ses clients, satisfaire ses clients, et puis conserver les intérimaires, parce que, évidemment, il faut pouvoir répondre à la commande des entreprises. Tout à fait. Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la fidélisation de nos intérimaires, parce que ce qui est important aujourd'hui, la clientèle, on ne va pas dire on l'a, elle existe, et on peut facilement, disons, la satisfaire à condition d'avoir des intérimaires. Donc ces intérimaires, il y ait une différence entre Work 2000 et nos confrères, et cette différence se fait où ? Par nos agents en agence, par la réception et l'accueil qu'il y a dans ces agences qui font que ces gens reviennent plus facilement chez nous. Alors précisément, vous parlez des agences, je vous propose qu'on découvre le travail d'une agence et on va aller, je crois, dans celle de Saint-Martin-d'Hères avec ce nouveau reportage. Dans cette agence d'intérim de Work 2000, on est spécialisé dans les métiers du BTP. Cela fait plus de 30 ans que l'entreprise iséroise est implantée à Saint-Martin-d'Hères. Ici, on cherche des maçons, des conducteurs d'engins ou encore des grutiers. Cette agence a été créée dès le début de Work 2000 dans les années 90 et est depuis toujours spécialisée dans les métiers du bâtiment. Une longévité qui lui permet de lier des liens solides avec ses clients et ses intérimaires. On a toujours les mêmes clients. Qui nous font confiance, qu'on aime travailler avec eux. On a des intérimaires aussi qui ont passé toute leur vie chez nous. Et quand on les voit partir à la retraite et sur leur CV, il y a écrit seulement Work 2000, ça nous fait plaisir. Et même eux, ils sont contents de travailler avec nous. Et puis voilà, donc comme j'ai dit, le but c'est de fidéliser les clients, mais aussi les intérimaires qui sont autant importants que nos clients.
Cette agence d'emploi travaille avec une trentaine d'entreprises, essentiellement iséroises. Cela fait plusieurs années que le secteur du bâtiment connaît des difficultés en matière de main-d'œuvre, une pénurie qui se ressent sur les offres d'emploi que reçoit chaque mois l'agence. Aujourd'hui, on ne répond pas à peut-être 30% des demandes. Et au niveau du personnel, donc, on fonctionne avec des fins de mission sur un chantier que l'on replace sur d'autres chantiers. On tourne essentiellement avec notre propre personnel. C'est vraiment difficile d'avoir de nouveaux candidats. Du côté des intérimaires, on apprécie le relationnel qui, selon eux, fait la différence au sein de Work 2000. Au début, ils m'ont testé et c'est très bien passé. Et depuis, je travaille pour eux parce que ils m'ont toujours trouvé du travail. Et puis, il y a une ambiance assez familiale. Ils sont assez humains. On n'est pas des numéros. Work 2000 compte 50 agences à travers la France. Celle de Saint-Martin-d'Air emploie 150 intérimaires par mois en moyenne. Bon, Jean-Claude, David, on est là sur un secteur d'activité qui est très très concurrentiel. On connaît les géants du travail temporaire. On entendait ce témoignage, on n'est pas des numéros. Ce qui fait la différence, c'est le relationnel avec les intérimaires. C'est un petit peu ce qu'on essaye de favoriser. C'est vrai qu'on vit à l'heure de l'informatique et de l'externalisation du virtuel. On essaye de garder cette proximité au niveau des intérimaires, de les faire venir le vendredi. Alors avant, c'était pour donner soit des acomptes, soit des fiches de paye. Là, et aujourd'hui, on essaye de leur demander de passer pour au moins discuter avec nous, de savoir comment ça se passe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un intérimaire, ça ne peut pas être un numéro, c'est pas possible. On a besoin de lui, aussi bien du client, et voire aujourd'hui peut-être même plus. Ça ne peut pas être un numéro. Mais j'entends qu'on peut quasiment faire carrière en étant intérimaire, et notamment suivre des formations. Alors, on peut faire carrière, c'est vrai qu'il y a des professionnels, ça laisse quand même un libre choix déjà de là où on veut travailler, dans quel domaine on veut travailler. On parle de reconversion, en passant par l'intérim, des fois c'est une reconversion un petit peu instantanée. Après, effectivement, on a des personnes qu'on fait travailler, dont ces personnes qu'on a vues dans le reportage, qui travaillent chez nous depuis longtemps, qui viennent nous voir, et justement le fait de discuter avec eux nous disent tiens, j'aimerais bien, je suis magasinier, j'aimerais bien passer mon permis cariste. Donc là, on les accompagne, on leur paye un permis cariste, enfin une habilitation, ça peut être des habilitations électriques. On a une société de formation qui s'appelle Format Contact, qui nous permet aussi de former des personnels. Alors, à la base, c'était très implanté au niveau de la grande distribution, avec toutes les nouvelles normes d'hygiène ou autres. Donc, on fait des formations régulières toute l'année. Donc, on essaye d'accompagner, de fidéliser nos intérimaires en les faisant évoluer aussi, puisque c'est un souhait, puis c'est un moyen de les remercier aussi. Ouais, la formation et l'insertion professionnelle, j'entends bien. Bon, il y a eu aussi une diversification, parce que finalement, vous êtes un entrepreneur. Avant tout, Jean-Claude, et vous avez créé, alors il y a quoi, une entreprise de tuyauterie qui a été créée, il y a une entreprise de sécurité, une entreprise de nettoyage. Ça n'arrête pas, c'est la diversification ou c'est le goût de l'entreprise? Il s'ennuie. Il s'ennuie, c'est ça. On ne parle là que des choses qui ont réussi. Et pas des choses il y a des choses qui ont moins bien réussi. C'est le goût de l'entreprise, c'est la volonté de toujours faire quelque chose, de toujours aller de l'avant. Et si vous voulez... comme j'ai conduit l'entreprise en bon père de famille, j'en ai la responsabilité vis-à-vis de mes enfants aussi. Donc j'ai toujours voulu, puisqu'on parlera peut-être pas, mais de la société de nettoyage de mon troisième enfant qui en a la direction et le management. Donc le nettoyage, c'est SNRG. Donc si vous voulez. Ma volonté, une fois que tout était en place, et maintenant avec mon comptage, c'était qu'effectivement mes enfants s'y sentent bien, est un outil qui, à mon avis, était performant lorsqu'il aura été remis, et ils l'ont encore amélioré. Et maintenant, je suis satisfait de tout ça. Mais je ne m'arrêterai peut-être pas là. J'ai l'impression, l'audace et... l'esprit d'entreprendre et de transmission, j'entends bien. Alain, c'est des belles entreprises, 30 ans pour cette entreprise. Belles histoires, et notamment, il y a la dimension conjoncturelle. C'est vrai qu'aujourd'hui, trouver des collaborateurs, c'est terrible. Et je vois qu'également dans votre métier de fournisseur d'intérimaires, mais d'arriver à pousser comme ça des entreprises devant soi, c'est assez remarquable et bravo. C'est une belle saga, je trouve.
Merci, merci. On évoquait dans votre chronique, Alain, la difficulté de certaines entreprises à embaucher. Vous le ressentez aussi dans cette période de crise sanitaire. Vous ressentez aussi cette difficulté à l'embauche? Ou est-ce que l'activité redémarre? Alors, l'activité, ça dépend à quelle période on se fixe. C'est vrai que depuis 2019, c'est très, très compliqué. Où 2019 a été, à partir du 16 ou 17 mars, si je ne dis pas de bêtises, ça a été une catastrophe pour tout le monde. Hein, on n'est pas les seuls. Mais 2020 a été un petit peu mitigé. Mais on a eu la chance de s'en sortir, effectivement, déjà avec l'activité de la grande distribution et du bâtiment qui est reparti assez vite. Et puis parce qu'on avait la main-d'œuvre qui attendait que ça de disponible pour revenir. Maintenant, c'est vrai qu'on a aussi bien... J'allais dire que c'est les cordonniers les plus mal chaussés, même en tant que permanent aujourd'hui, on cherche du monde. Dans toute la France, on ouvre des agences 2 à 3 en moyenne par an. On cherche des commerciaux, on cherche des assistantes. Et c'est de plus en plus difficile. Et puis, je pense qu'on a un métier humain qui n'est pas forcément facile non plus. Donc, d'expliquer à quelqu'un qui risque de passer ses journées peut-être à se faire soit gronder par un client parce qu'on ne trouve pas de personnel, soit un intérimaire parce qu'il n'a pas eu la réponse dans les temps. Voilà. C'est un métier. Mais c'est un métier. Mais vous dites que l'intérim embauche, à tous les sens du terme. L'intérim embauche dans tous les domaines et il n'y a que 5 millions de chômeurs, donc en même temps. Vous avez encore du travail. Et je crois qu'aujourd'hui, tous les secteurs embauchent. Oui. Tous les secteurs embauchent et tous les secteurs ont du mal à trouver. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci David et Jean-Claude Pic d'avoir été avec nous. Merci à Alain Denisot d'être présent pour cette émission régulièrement. Merci à tous de votre fidélité. Vous pouvez bien sûr revoir Alpes Décideurs sur Internet, télégrenoble.net. À très vite. C'était Alpes Décideurs avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative. Nord Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire.